Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue, c'est Sens Public, 90 minutes de débat et de reportage pour donner du sens à l'actualité grâce à nos experts. Et voici le sommaire de ce 14 décembre. L'actu pour commencer est l'Europe qui adopte une taxe carbone à ses frontières pour verdir ses importations. C'était une mesure attendue depuis longtemps, mais certains industriels français la jugent trop compliquée. Elle est pourtant censée les protéger d'une concurrence déloyale. Explication et confrontation d'idées dans une minute. Et puis pour notre débat de société, c'est l'histoire d'une ambition que l'on vous raconte. Le train, la SNCF, le TGV, la France peut-elle encore s'enorgueillir de sa politique ferroviaire? Emmanuel Macron en est convaincu. Et donc, nous avons ainsi réengagé une politique d'investissement, relancé le train de nuit et lancé en février 2020 le fameux plan Petite Ligne. Tout ce qui a été mis en œuvre depuis 4 ans a permis de protéger, parfois de réparer, de commencer à réenvisager l'avenir. Pourtant, sur ces lignes intercités, les clients râlent souvent. Les régions disent leur ras-le-bol de suppléer les investissements manquants de l'État. On va débattre de l'avenir du rail français, enjeu majeur de notre transition écologique dans 45 minutes. Mais d'abord, cet accord européen sur la taxe carbone présenté comme historique et détaillé par Jonathan Dupriez. C'est l'une des mesures phares pour accélérer la décarbonation de l'industrie sur le vieux continent. L'Union européenne vient d'adopter une taxe carbone aux frontières. Ce dispositif unique au monde permettra de taxer les importations de marchandises provenant de pays tiers aux normes environnementales moins strictes que l'UE, et ce dans 6 secteurs. L'acier, le ciment, l'engrais, l'électricité ou encore l'hydrogène. Grâce à ce dispositif, l'Union européenne pense éviter le dumping écologique qui verrait les industriels délocaliser leur production hors de l'Europe, tout en encourageant le reste du monde à accroître son ambition climatique. Cette avancée a été saluée par le président de la République sur Twitter. Pour le climat, en européen, nous ne cessons d'agir. L'Union européenne a adopté une taxe carbone aux frontières. Notre exigence de réduction des émissions de gaz à effet de serre va ainsi s'imposer aux produits que nous importons. On avance. Mais cette taxe carbone aux frontières suscite l'inquiétude des industriels des secteurs concernés. Si les importations coûtent plus cher, leur coût de production risque mécaniquement d'augmenter. En résulteraient des produits plus chers pour le consommateur et donc une baisse de leur compétitivité. Au lieu d'aider à la réindustrialisation de l'Europe, cette taxe vient entraver la compétitivité de nos industries européennes, pourtant au cœur des enjeux de la transition écologique. Les industriels ont encore du temps devant eux. La complexité du mécanisme pousse l'Union européenne à le mettre progressivement en œuvre pour une effectivité en 2026 ou 2027, comme le souligne l'eurodéputé Pascal Canfin. On aura besoin de 3 ans pour mettre en place la taxe carbone aux frontières. Parce que nous n'avons pas encore de système informatique pour la gérer, pas encore de procédures dédiées pour l'importation et l'exportation depuis les pays tiers et j'en passe. Donc, sachant que nous sommes les premiers au monde à faire cela, il nous faudra ces 3 années. Cette taxe carbone aux frontières doit permettre l'UE d'atteindre ses objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre et pourrait rapporter gros, 14 milliards d'euros par an, une manne qui viendrait abonder le budget de fonctionnement européen. Et je vous présente tout de suite mes invités. Anaïs Voigilis, bonsoir, bienvenue. Vous êtes docteur en géographie, spécialiste des questions industrielles. Anne-Sophie Alsif, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous, chef économiste du cabinet d'audit BDO France. Dimitri Carbonel, bonsoir. Bienvenue Dimitri, expert énergie-climat, auteur de ce livre 2050, Crash ou Renaissance, publié aux éditions Librinova. Et Mathieu Croissando, éditorialiste politique. Bonsoir Mathieu et bienvenue. On va commencer par continuer d'être dans l'esprit de ce sujet et faire de la pédagogie avec donc ces secteurs concernés, acier, ciment, engrais, aluminium, électricité et hydrogène. Anaïs Voigilis, pourquoi sont-ils concernés ? Parce que ce sont des secteurs tout simplement très émissifs de gaz à effet de serre. Par contre, je pense qu'il y a une chose qui est très importante d'expliquer pour les gens qui nous écoutent, c'est que la mise en place de ce mécanisme d'ajustement carbone aux frontières s'accompagne de la politique des quotas carbone de l'Union européenne. C'est-à-dire que pourquoi on met la taxe carbone aux frontières? C'est pour rééquilibrer aussi les mécanismes qu'on est en train de mettre en place et qu'on va appliquer à nos propres industries sur le territoire européen. Et on expliquera en détail comment ça fonctionne, les quotas carbone. Mais je pense que c'est important de se dire qu'on met une contrainte, mais parce qu'il y a aussi quelque chose qui se passe sur le territoire européen pour compléter la politique carbone
européenne. Et donc pourquoi ces secteurs ? Parce qu'ils sont très émetteurs de gaz à effet de serre, notamment parce que certains sont électro-intensifs. D'accord. Anne-Sophie Alsif, est-ce que les géants de ces secteurs, ils ne sont pas européens ou alors est-ce qu'ils ne produisent plus en Europe, si on essaye d'aller un peu plus loin dans la logique? Alors il y a plusieurs choses. Déjà, ce sont des secteurs en effet, l'acier et l'aluminium, qui avaient déjà été sur le devant de la scène. On s'en souvient pas, mais lorsque la Chine a adhéré à l'Organisation mondiale du commerce, 15 ans après, elle devait avoir accès au statut d'économie de marché. Et la conséquence de ça, notamment sur l'acier et l'aluminium, c'était en effet l'arrivée de ces produits à des coûts très bas, et donc vous aviez des milliers d'emplois en Europe qui étaient menacés. L'Europe, par rapport à ça, a refait un règlement avec les États-Unis, c'était contre l'octroi de ce statut pour justement protéger. Donc on voit bien que derrière ça, il y a quand même aussi l'idée d'un protectionnisme sur des secteurs qui sont très intensifs en énergie. Et aussi, ce qu'il faut regarder, c'est ces secteurs. Alors beaucoup est produit à l'étranger, notamment en Chine, en Asie, viennent sur le marché européen, mais ce sont aussi des secteurs où les chaînes de valeur sont très 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 disparates et très éclatées. Ce sont des secteurs qui ont énormément d'étapes de production à l'étranger, hors Union européenne. Donc dès que vous avez des mesures protectionnistes chinoises ou américaines, ce sont des secteurs qui tout de suite en pâtissent. Et donc vous avez une augmentation de coûts et une baisse de compétitivité de l'Europe, notamment par rapport aux pays tiers, pour ne pas la nommer l'Asie. Donc là, concrètement, c'est en termes d'emploi, une protection, parce que c'est des secteurs, comme on l'a dit, qui sont très énergivores. Et puis l'autre, c'est aussi de dire, de tracer, pendant ces 3 ans, il y aura ça. C'est un peu ce qu'a fait l'IRA aux États-Unis. L'IRA, on rappelle ce que c'est. Donc c'est un partenariat qui a été mis en place par le président Biden, qui est censé lutter contre l'inflation, mais qui va tracer les produits industriels, donc notamment s'ils viennent en Chine. Inflation Reduction Act, c'est ça ? Act, exactement. Et donc l'idée, c'est de tracer aussi d'où viennent ces produits, et s'ils sont chinois, d'avoir en effet des taxes, en tout cas d'avoir des entraves au marché. Donc on voit que sur ces secteurs qui sont très internationalisés, l'Europe essaie aussi de mettre le même domaine. Donc c'est pas que écologique, il y a aussi un aspect commercial très important. Et alors, vous l'avez un peu évoqué, mais Dimitri Carbonel, on voit ces secteurs, ils sont cruciaux pour notre économie, on ne va pas pouvoir s'en passer. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura forcément des hausses de prix aussi pour les consommateurs ? Alors tout d'abord, c'est un certain nombre de secteurs particuliers qui sont, en général, on ne va pas acheter des tonnes d'acier, mais effectivement, ça va avoir des répercussions sur... Non, mais par ricochet. Bah oui. C'est pas le consommateur qui achète l'acier, ça on est d'accord. Exactement. Mais ça va avoir des répercussions, effectivement, potentiellement sur des industries. Après, il y a quand même un point particulier. C'est-à-dire que si, par exemple, on construit, imaginons, je sais pas, au Maroc ou ailleurs, et qu'on importe donc son acier d'un pays qui n'est pas soumis à cette taxe, à ce moment-là, à l'heure actuelle, effectivement, on va pouvoir réexporter en Europe sans avoir effectivement cette taxe. Toutefois, il y a un mécanisme sur le plan européen qui intègre cette dimension-là. Donc effectivement, il y a potentiellement un risque d'augmentation des prix. Toutefois, comme de l'autre côté, il y a comme, je ne sais pas si le mot taxe est exact, mais en tout cas, il y a un certain nombre de fonds qui vont revenir sur le plan européen. Est-ce qu'ensuite, ce sera redistribué derrière sur un certain nombre de ces industries ? C'est peut-être un moyen justement de réduire ça. Alors, il faut peut-être expliquer ça, Anaïs Ouajilis. Plus le produit est transformé, plus ça se complique. C'est pour ça certains disent que c'est une usine à gaz, cet accord. En fait, il faut rentrer dans le détail et voir comment l'accord va s'appliquer et s'il va bien... Parce que là, on parle d'intrants, on parle de ciment, d'acier, donc on parle de matières premières. Il va falloir voir s'il s'applique sur des produits semi-finis ou finis. Parce que dans le cas où il ne s'appliquerait pas sur les produits semi-finis ou finis, ce qui était la première lecture qu'on avait, et moi j'attends d'avoir le détail technique que je n'ai pas encore eu, eh bien, ça risque plutôt justement d'être contre-productif. C'est-à-dire qu'on va faire rentrer sur le territoire européen des produits légèrement transformés pour contourner la taxe. Et donc, ça va se faire au détriment de nos producteurs européens. Et là, dans l'absolu, la crainte qu'ont beaucoup d'industriels, en dehors du fait que ça va être compliqué à mettre en œuvre, c'est que finalement, je fais venir une automobile qui est produite en Chine, eh bien, elle ne sera peut-être pas soumise à ce mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Comment c'est possible alors qu'il y a de l'acier chinois dans cette automobile ? Il y a de l'acier chinois, mais alors c'est comment vous allez le détailler, comment vous allez intégrer la chaîne de valeur, savoir où ont lieu les différentes étapes de transformation. Vous regardez un contenu carbone, mais il y a aussi une question qu'on peut se poser. Est-ce qu'aujourd'hui, le contenu carbone
carbone d'une production dans certains pays européens est-elle moins disante sur le plan environnemental que le contenu carbone en Asie? Donc c'est toutes ces questions qu'il faut poser et démêler. C'est-à-dire si vous êtes d'un point de vue français, vous avez un mix énergétique qui est globalement moins carboné que vous ne pouvez l'avoir en Allemagne ou en Pologne, vous vous en réjouissez. Mais si vous êtes en Pologne ou en Allemagne, vous avez un contenu énergétique, un mix énergétique qui est beaucoup plus carboné, alors la question se pose. Et toutes ces explications, en fait, tout ce détail technique, c'est les explications qu'on attend pour voir si ça va être vraiment un moteur de réindustrialisation ou plutôt un facteur de destruction d'activités industrielles sur le territoire européen. D'où les inquiétudes exprimées effectivement par certains industriels. Je rappelle le calendrier octobre 2023, les importateurs devront déclarer la quantité d'émissions contenues dans les biens reçus et 2026-2027, entrée en vigueur de la taxe carbone. On écoutait Anne-Sophie Alsif tout à l'heure, Pascal Canfin nous dire qu'il n'y avait pas encore le système informatique pour se lancer. Ça nous a fait un peu sourire et en même temps, c'est pas très rassurant. Ça va être si compliqué que ça? Alors c'est sûr que ça va être compliqué parce qu'il va y avoir cette question de traçabilité. C'est vrai que des fois on pourrait se dire, mais là à ce moment-là on est vraiment dans un protectionnisme offensif et on désigne des pays qu'on dit ne pas respecter les normes, quels que soient, on va dire, les produits exportés. C'est ce que ça a très bien fait les États-Unis avec les batteries, en disant, voilà, si les batteries sont à temps et viennent de temps de la Chine, il y aura pas d'aide. Donc là, c'est vrai que c'est excessivement clair. Mais là, c'est en effet très offensif et ce sera très difficile au niveau européen, je pense, d'avoir un consensus là-dessus. Donc c'est vrai que comme l'idée, encore une fois, c'est on est pour réduire les émissions et ce n'est pas forcément du protectionnisme, eh bien, en effet, c'est vrai que le focus est fait sur le mix énergétique. Mais là, en effet, pour voir dans la chaîne de valeur où a été produit tel ou tel gaz, etc., c'est sûr que ça va être très compliqué. Dimitri ? Oui, il y a un point qui est important, c'est que si par exemple un constructeur automobile achète son acier en Europe et qu'il trouve un acier qui est équivalent avec les mêmes émissions de carbone qui sont faites par exemple au Japon ou ailleurs, peu importe, évidemment il paiera pas plus, enfin il n'y aura pas de taxes additionnelles. Ou même, je reprends un exemple, par exemple un aciériste japonais qui produit en dessous d'un certain seuil, donc une limite qui est fixée au niveau européen, ne paiera pas justement. Donc ça incite ces pays-là à être mieux-disants en termes d'émissions carbone, c'est ce que vous nous dites. Effectivement. Après, il y a un autre point concernant la traçabilité. Il y a quand même un mécanisme de, entre guillemets, par défaut. Si, et ça peut être d'ailleurs un moyen, entre guillemets, d'avoir des informations, c'est si, si le producteur va au-dessus d'un certain seuil, par défaut, on va lui donner une sorte de émission de CO2 qui va être important, et il n'aura potentiellement pas à le justifier. En dessous, s'il est en dessous d'un certain seuil, là, il aura peut-être effectivement des éléments à donner pour justifier qu'il paye moins que... vous écoutez les uns les autres, pardon, mais on se dit que c'est effectivement compliqué, on attend d'avoir le détail, mais que... Oui, ben voilà, c'est ce que j'allais dire sur Europe. Mathieu, vous vouliez intervenir? Non, j'ai juste une question de basique. Cette taxe carbone, elle concerne la production, elle ne concerne pas les coûts de transport, par exemple. Peut-être qu'Anaïs Voigilis peut... Parce qu'un acier chinois peut être produit dans des conditions environnementales... on pourrait imaginer que ce soit correct, mais rien que le fait de le trimballer jusqu'en Europe, alors, là, du coup, il y a un bilan carbone qui est... À ma connaissance, non, mais encore une fois, il faut connaître le détail, mais pour moi, c'est pas inclus dans le périmètre. On est vraiment sur la production et non pas l'impact des... L'impact du transport. Mais encore une fois, il faut bien être vigilant. C'est-à-dire qu'on le présente comme une... C'est bien de préciser que c'est pas une mesure protectionniste parce que ça s'accompagne d'un effort sur notre marché. C'est-à-dire qu'il va y avoir des quotas carbone sur le marché européen. Donc, c'est pas quelque chose qui va permettre de lutter contre un dumping social ou un dumping fiscal. C'est vraiment sur une question de tenir la trajectoire carbone et l'ambition carbone des pays membres de l'Union européenne. Mathieu, on va évoluer le caractère, on va dire, historique de cette mesure. Avant ça, je vous propose de voir la réaction sur Twitter de Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Cette nuit, les États membres de l'Union européenne se sont accordés sur une taxe carbone aux frontières pour verdir les importations industrielles. Un accord historique pour le climat. Pour vous, c'est d'abord le signe de la fin d'une forme de naïveté européenne et d'une expression célèbre. Oui, parce que je dis qu'on sonne peut-être aujourd'hui la fin d'une expression qui a fait florès dans le débat politique depuis plusieurs années et qui faisait de l'Europe l'idiot du village mondial ou l'idiot du village global. Alors la paternité de la formule, elle revient à l'ancien ministre des Affaires étrangères Hubert Védrine, mais elle fut abondamment reprise après lui, à droite, à gauche. On se souvient même de façon officielle, on se souvient d'Arnaud Montebourg, alors ministre du redressement productif, qui n'avait pas hésité à tenser à Bruxelles les commissaires européens et puis ses homologues en reprenant cette expression pour que l'Union
européenne protège à l'époque son industrie automobile, ce qui n'avait pas rencontré un très très grand succès. Alors, si on rentre un peu dans le détail, qu'est-ce qu'elle voulait dire cette expression ? En gros, que l'Europe s'échinait jusqu'à présent à inventer ou à respecter des règles dont ses concurrents, comme la Chine ou les États-Unis, ne s'embarrassent guère en bon élève de l'Organisation mondiale du commerce. Et puis sous influence quand même assez libérale, elle a ouvert et libéralisé ses marchés, elle a cassé ses monopoles au nom de la fameuse concurrence libre et non faussée. Vous vous souvenez de ce petit refrain qu'on entendait beaucoup, mais en sacrifiant parfois des pans entiers de son industrie, en empêchant l'émergence parfois de champions nationaux ou en fragilisant encore ses entreprises publiques, et ce alors même que ses rivaux multipliaient de leur côté des barrières protectionnistes, que ce soit par le biais capitalistique ou bureaucratique, je pense à la Chine par exemple, ou que ce soit par le biais de subventions déguisées, plus ou moins déguisées. Et là, je pense aux États-Unis. Or, ça fait des années quand même que les grands leaders européens nous promettent une Europe ouverte et non offerte. Tiens, voilà une autre expression, c'était Jacques Delors, celle-ci. Elle a été aussi reprise abondamment. Je me souviens de Jean-Claude Juncker qui la reprenait. Des années que des voix s'élèvent pour appeler les Européens à se protéger ensemble plutôt que de se tirer la bourre, en gros, les uns les autres. Et des années que, par tropisme libéral ou par souci de jouer la carte nationale ou par incapacité à se mettre d'accord entre eux, ces projets capotaient. Cette taxe carbone aux frontières, ça fait quand même 20 ans qu'on en parle. Est-ce qu'elle va changer la donne ? Elle n'est pas exempte de critiques sans doute, et on va en parler pendant cette émission. On peut regretter que l'Union européenne ait choisi de taxer plutôt que de subventionner, comme le font les États-Unis. On peut regretter, douter de sa faisabilité, ou regretter encore qu'elle s'applique. Voilà. Alors, vous avez bien expliqué, c'est en fait pour pas qu'il y ait un défaut de concurrence pour le coup entre les entreprises européennes qui sont soumises à des normes particulières qu'on fait cette taxe carbone pour les entreprises étrangères à l'Union. Mais enfin, le fait que les 27 soient parvenus à se mettre d'accord, en écoutant notamment de la voix de la France, qu'on avait fait un cheval de bataille, marque à mes yeux un vrai tournant et montre que si l'Europe a encore des progrès à faire pour gagner la bataille économique, elle a en tout cas commencé à s'armer ou à se réarmer. Et en gros, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Ouais. Anne-Sophie Alstif, est-ce que vous y voyez effectivement la fin d'une forme de naïveté européenne ? Oui, complètement, mais c'est vrai que c'est souvent en termes de crise, et moi ce que je déplore, c'est que souvent on réagit par rapport à ce que font les autres. Quand je vais parler de l'octroi du statut d'économie de marché, qu'on a fait tout d'un coup ce règlement très rapidement, très efficace, là ça a été excessivement efficace, en effet on a les moyens de le faire, donc en temps de crise, c'est vrai que l'Europe est très efficace. La difficulté, c'est pourquoi être en temps de crise et arriver jusque-là ? Ce serait bien d'anticiper tout ça, surtout qu'encore une fois, le protectionnisme et ces mesures-là de tarifs, de douane, d'obstacles non tarifaires, ça fait 15 ans que ces normes ne cessent d'augmenter, pas seulement aux États-Unis, en Chine, mais en Russie, en Inde, en Amérique du Sud, donc absolument partout. Ça va continuer. Donc maintenant qu'on a conscience de ça, plutôt que de toujours réagir par rapport aux autres, essayons d'anticiper ensemble pour justement pouvoir préserver l'industrie. Et c'est vrai que là, l'objectif, alors c'est la réduction des émissions. Les États-Unis, c'est la lutte contre l'inflation. Mais il faut là aussi pas être dupe. Derrière, il y a aussi quand même la guerre de la technologie qui se fait. Et l'idée, c'est quand même essayer de l'avoir sur son territoire, sur son sol. Donc là aussi, il faut vraiment avoir une vision, à mon sens, de moyen long terme et non pas juste être sur un élément. Bien sûr, il faut réindustrialiser, il faut se décarboner, mais c'est un tout. Et très souvent, en fait, c'est vrai que ces mesures font le focus sur un aspect, inflation, décarbonisation, mais il n'y a pas de vision C'est-à-dire, ce que vous nous dites, c'est qu'il y a l'enjeu qu'on est en train de vivre de la transformation environnementale. Pour la réussir, il y aura besoin d'innovation de rupture, c'est exactement, ça. Et en ce moment, les grands espaces économiques se font la concurrence pour attirer les meilleurs. Exactement. C'est ce qui est en train de se passer. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc là, on dit, il va y avoir des entreprises qui vont aux États-Unis puisque l'énergie est 5 fois moins chère, ce qui est le cas. Mais derrière, ça c'est vrai à court terme, derrière, le but des États-Unis, c'est que ces technologies restent. Et puis surtout, ce qu'il faut quand même bien voir, dans beaucoup de législations européennes ou même au niveau international, c'est que souvent, on fait des législations, mais on n'a pas encore techniquement, en termes d'innovation, on ne connaît pas encore scientifiquement quel est le meilleur mix énergétique par type de véhicule, par type de bien. On est encore en train de le rechercher. Donc on voit qu'on a cette législation parce qu'on est les impératifs de lutter contre le réchauffement climatique, mais techniquement, cette bataille technologique, elle est en ce moment. Donc c'est ça l'intérêt. Et c'est vrai que les pays qui seront les premiers à l'avoir seront les gagnants pendant les 20 prochaines années. Bon, allez, comme promis, je voudrais quand même qu'on fasse une petite pause dans le débat. Vous l'avez commencé à l'évoquer, mais pour bien expliquer ce qu'est le marché carbone. C'est quoi ? Les entreprises payent pour avoir le droit de polluer. Moi, je dis ça de la façon la plus basique possible. Est-ce que c'est ça ? En fait, oui. Alors, c'est pas toutes les entreprises. Il y a environ 11 000 entreprises, je crois, en Europe qui peuvent acheter des crédits qui sont ces quotas carbone
pour compenser finalement leurs émissions. Alors après, peut-être que en tant qu'économiste, vous avez plus je me tourne vers Anne-Sophie, parce que moi je suis moins experte du détournement des quotas carbone, mais vraiment l'idée c'est on a des entreprises qui sont électro-intensives ou fortement émissives, et donc pour compenser ces émissions, bien elles achètent des quotas carbone. Donc, et après on a un prix qui est fixé, et normalement l'enjeu avec le mécanisme d'ajustement carbone, c'est d'augmenter progressivement le prix de la tonne carbone, puisque c'est aussi ça qui va pouvoir rendre compétitifs certains investissements dans la décarbonation. Oui, je pense que vous l'avez très bien expliqué. Non, mais sauf si Anne-Sophie veut rajouter quelque chose. C'est de créer des incitations, c'est-à-dire que plus vous allez polluer, plus vous devez acheter. Donc en effet, plus vous investissez pour moins polluer, en effet, moins vous avez besoin d'acheter, donc vous économisez. Et donc du coup, votre investissement pour moins polluer, qui a un coût certain, eh bien vous allez l'amortir plus facilement. Dimitri Carbonel. Alors, il y a aussi une particularité. Alors, c'est pas complètement clair aujourd'hui, mais en ce qui concerne toutes les entreprises européennes qui exportent dans des pays hors de l'Union européenne, donc qui ne sont pas soumis à ça, aujourd'hui, en fait, ne pâtiraient pas, entre guillemets, justement de ce mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Ce qui veut dire qu'elles pourraient avoir un avantage compétitif à produire avec moins, évidemment, d'émissions de CO2, et donc pouvoir en faire bénéficier ou exporter à moindre coût d'autres pays. Et il y a comme aussi un autre point, c'est qu'il y a comme un lien très fort entre les émissions de carbone et d'un côté l'énergie qui est utilisée. Alors évidemment, si on utilise le charbon, c'est autre chose, mais de telle sorte que ça va aussi inciter un certain nombre d'entreprises à décarboner, donc réduire leur utilisation d'énergie, et donc potentiellement trouver des solutions et exporter derrière ailleurs qu'en Union européenne, et pas uniquement. J'ai une question technique, c'est comment ça se mesure, mais surtout comment ça se vérifie? Comment on sait? Est-ce que c'est du déclaratif? Les entreprises disent, voilà, j'ai mes temps, ou est-ce que on va aller? Alors, comment on vérifie en Europe? Mais comment on va les vérifier en Chine, qu'un sidérurgiste chinois va nous dire, oui, non, moi je respecte, ou je suis en dessous de tel. Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. Déjà, il y a des canevas, et notamment il y a ce qu'on appelle le bilan carbone, qui permet d'avoir grossement une idée de combien, en fonction de l'électricité qui est utilisée, la source d'énergie qui est utilisée, d'avoir une grosse maille de effectivement la quantité. Après, alors même si c'est un petit peu ce que je disais auparavant. Mais ça, le bilan carbone, les entreprises sont pas obligées de le faire. Non, mais à ce moment-là, ce qu'on peut très bien faire, c'est dire, écoutez, on a calculé que, par exemple, pour une tonne, on voit qu'en général, vous utilisez du charbon pour le faire. Une tonne, grosse maille, ça va faire autant d'émissions de CO2 parce qu'on considère que vous utilisez du charbon pour le faire. Ah, très bien, vous n'utilisez pas que du charbon. Ok, prouvez-le nous que l'électricité provient de tel type d'endroit. Et à ce moment-là, potentiellement, on peut réduire effectivement les émissions de CO2. Donc, on peut le faire de cette manière-là en ayant un seuil assez haut. Oui. Il faudrait prouver qu'on soit en dessous, en fait. Mais donc, ça veut dire qu'il n'y a pas un organisme international qui dit vous polluez tant et donc vous devez payer tant de droits, de quotas carbone, c'est ça? Alors, sur le marché carbone, il y a quand même quelque chose qui est assez réglementé, mais par contre, ce qui est vrai à l'échelle des entreprises, c'est qu'aujourd'hui, il y a deux sujets qui se posent. C'est la méthodologie qu'on emploie pour calculer son bilan carbone. Il y a quand même plusieurs méthodologies qui existent. Il n'y a pas une méthodologie qui serait reprise. Vous pouvez prendre 3 entreprises du même secteur, de la même filière, elles vont peut-être utiliser 3 méthodologies différentes. Et l'autre sujet, c'est l'accès à des bases de données. C'est-à-dire qu'on a besoin aussi de bases de données pour dire, si je produis tel produit, on considère que c'est tant d'émissions carbone pour avoir une démarche qui soit vraiment solidifiée et consolidée. Alors, pardon, j'insiste. Si l'aciériste chinois il dit, moi, mon électricité vient d'un barrage hydroélectrique, qui va le vérifier? On va envoyer des gens là-bas, on va demander... Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut être capable de mettre en place un audit. Et si, imaginons que l'audit soit on n'ait pas la capacité de faire l'audit, on dit, écoutez, quand vous dites que ça vient d'un barrage hydroélectrique, non, vous n'êtes pas capable de le prouver de manière certifiée. Et après, il y a des organismes certificateurs comme Veritas ou d'autres qui sont capables de le faire. Après, mais vous avez raison. Potentiellement, il peut y avoir même, entre guillemets, de l'espionnage économique derrière, pour l'Union européenne, pour dire, on a les moyens de savoir comment, effectivement, vous produisez tel ou tel type de produit. Alors, là où ça se complique encore, j'espère qu'on vous tient là, que vous nous suivez, c'est qu'il y a des quotas gratuits. On va essayer d'expliquer ça. Et en s'appuyant sur un rapport de l'ONG WWF, publié fin novembre, qui nous dit 53% des émissions des industries les plus polluantes n'ont pas été soumises à un prix du carbone entre 2013 et 2021 à cause de leurs quotas gratuits. On parle d'entreprises en France. Alors,
Pourquoi, Anne-Sophie, je me tourne vers vous, c'est pas un piège, hein. Pourquoi il y a ces quotas gratuits? C'était pour éviter les délocalisations, c'est ça, si on essaye de bien comprendre? Alors, c'est vrai que, comme vous l'avez dit, c'est compliqué, c'est assez ambitieux. Donc, c'est vrai que l'idée d'avoir eu, on va dire, ces quotas gratuits, c'était toujours de créer des incitations un petit peu en douceur, en disant, bah voilà, on va pas vous tomber dessus du jour au lendemain, en disant de payer tant, et donc, bah oui, toute l'activité va partir, comme par exemple ce qui se passe aux États-Unis. Donc, c'est vrai que pour beaucoup de secteurs, en plus, qui pouvaient avoir des difficultés, qui ont été victimes de désindustrialisation, etc., qui étaient donc sinistrés, donc il n'y avait pas beaucoup de capacité d'investissement. L'idée, c'était de dire, bah, en gros, on vous donne du temps. Le problème, c'est que bien sûr, quand on donne du temps, etc., on crée moins d'incitation et donc bah, ça peut créer un retard dans forcément la transition et donc le fait de moins polluer. Donc c'est vrai que l'idée, c'est de se dire c'est bien de faire ça, mais peut-être que tous ces quotas gratuits, il faudrait les revoir les secteurs, peut-être les minimiser ou les donner à des secteurs voilà, qui sont plus intensifs en investissement. En tout cas, avoir une réflexion là-dessus pour pas qu'il y ait un peu des passagers clandestins. C'est intéressant. Regardez la réaction du président du syndicat de l'industrie cimentière. Justement, lui, il met l'accent sur ces quotas gratuits en disant « Attention, on en a besoin aujourd'hui ». Il faut y aller prudemment parce que c'est quand même tout ça va être effroyablement complexe et que ne pas enlever, j'allais dire, ces quotas gratuits qui sont donnés aux industriels avant qu'on soit sûr de l'étanchéité du système. Dimitri Carbonel, là on est vraiment au cœur de la machine, on comprend bien qu'elle est complexe et qu'on n'a pas encore tous les détails, mais vous disiez c'est 14 milliards, c'est ça grosso modo, on annonce qu'on va récupérer cette somme grâce à la taxe. Il faut savoir à quoi on va l'utiliser. Donc ça peut être à accompagner des industries qui sont polluantes, qui bénéficiaient de quotas gratuits, à dépolluer, à changer de logique, à changer de paramètres. Alors, a priori, il est prévu qu'environ, je crois, 75% qui reviennent au budget européen, puis après, derrière, qui puissent être redistribués donc, aux États. Mais effectivement, il y a certainement des systèmes de compensation, mais encore une fois, compensation, ce sera absurde que ça soit donné, par exemple, à l'industrie dans le domaine, effectivement, du ciment, on utilise énormément c'est très carboné. Si par exemple on utilise d'autres techniques pour développer, je sais pas, l'utilisation de l'hydrogène ou d'autres sujets, là effectivement, là c'est intéressant effectivement d'accompagner l'entreprise d'une part en termes d'investissement et peut-être aussi entre-temps pour qu'elle puisse arriver au haut niveau. Après, il faudra voir est-ce que ça suffit ou pas. Et après, effectivement, il faut voir aussi par rapport à la concurrence qui se passe à l'extérieur de l'Union européenne, à quel rythme ils vont. Alors, est-ce qu'il y a un vrai risque de désindustrialisation? C'est ce que craint le président de France Industrie qui était cité dans les Échos ce matin, Alexandre Saubeau. L'Europe fait le choix de taxer le carbone avec un risque de favoriser la désindustrialisation. Est-ce pertinent au moment où l'Europe subit un choc énergétique, où les États-Unis font le choix de subventionner massivement la décarbonation de leur économie? Anne-Sophie Elsif, ce risque, il existe? Alors c'est totalement le paradoxe parce qu'on est en train de se dire on crée une taxe carbone pour protéger nos entreprises et notamment nos industries, sauf que là on a les représentants de cette industrie qui nous disent attention, danger. En fait le problème c'est que tout ça en effet par une bonne intention de décarboner etc, mais le problème c'est que notre spécialisation en Europe c'est dans des industries qui sont assez polluantes et qui utilisent beaucoup d'énergie. Comme vous le savez, on n'est pas les premiers dans la tech, dans tout ce qui est intelligence artificielle et autres, qui polluent en effet beaucoup moins, qui ont d'autres types de pollution, mais qui voilà, là on parle du ciment, de la chimie, des industries qui consomment de l'énergie. Et donc c'est vrai qu'on est spécialisé dedans. Donc la question c'est, très bien, ça peut être attractif en effet pour l'hydrogène, pour les nouveaux secteurs. Et ça c'est bien, ces secteurs stratégiques ont été mis en place. Mais on a quand même aussi toute une industrie qui est importante, nécessaire, même en termes d'emploi, en termes de souveraineté. On en a beaucoup parlé pendant le Covid. La métallurgie, la chimie, le ciment, qui là, en effet, sont très carbonés. Donc là aussi, il y a aussi un choix, et c'est ça qui est compliqué, politique aussi derrière. Ça veut dire, très bien, il y a un risque de désindustrialisation, mais surtout, même si on réindustrialise, quel type d'industrie on veut ? Ça aussi, c'est une question. Et c'est vrai que là-dessus, il y a souvent très, très peu de réponses. Et c'est vrai que ces industries-là, qui sont très énergivores, eh bien, se trouvent en effet défavorisées. Anaïs Boisgily. Alors, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est-à-dire, je ne suis pas d'accord dans l'absolu. On ne peut pas dire on choisit les industries les moins polluantes et on fourgue ce qui pollue aux autres. À un moment, il faut assumer notre responsabilité environnementale. On a besoin de ces industries parce qu'elles sont nécessaires pour notre souveraineté. Et on ne peut pas dire je veux bien produire ça parce que ça pollue peu, mais je ne veux pas de ça, je le confie au reste du monde et je le réimporte. Non. C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qui s'est passé, c'est ce qu'on continue à faire, on se déresponsabilise. C'est-à-dire notre responsabilité, c'est un moment
on réindustrialise, on se pose la question non pas de ce qu'on veut réindustrialiser, mais comment on réindustrialise et le modèle économique de ces industries. Et on a des vraies évolutions. On décarbone, on a toute une recherche sur l'innovation et la décarbonation, etc. Et si on se dit que quelque chose n'est pas pertinent d'un point de vue environnemental, si on se pose vraiment la question d'un point de vue sociétal, eh bien, à ce moment-là, je crois qu'il faut aussi arrêter d'importer ces produits. Si on ne sait pas les produire de manière verte sur le territoire européen, alors nous ne les importons pas. Et l'autre chose, c'est que la réindustrialisation par rapport au mix énergétique français, par rapport à nos normes sociales et environnementales françaises et européennes, on restera quand même mieux disant que les autres. Il y a une forme d'hypocrisie à se dire c'est bien, mais pas dans mon jardin. C'est vraiment ce concept-là. Juste pour réagir à ça, parce que ce n'était pas du tout le propos, mais à un moment, il faut aussi voir les chiffres, également aussi en termes d'emploi et en termes de coûts. Donc c'est vrai que c'est très bien de dire ça, mais dans les faits, en effet, en Europe, on est spécialisé dans des industries qui sont très polluantes. Et ce que je dis, c'est qu'il ne faudrait pas qu'il y ait une distorsion pour ces industries-là par rapport aux autres. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas que ces industries passent au vert. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Oui, non, mais la Chine, la même chose, comme les États-unis. Comme les États-Unis. Mais ça prend combien de temps, cette bascule? Parce que là, on nous dit 3 ans avant que ça rentre en... Et aussi, pour finir, je suis désolée, la question aussi, c'est quel secteur on choisit de réindustrialiser et quelle industrie on décide d'avoir en Europe. Cette question des choix de l'industrie, si on se pose que la question que comment, à mon sens, c'est une mauvaise question. Le choix, c'est très important. Pourquoi? Parce que vous avez plein de secteurs où vous avez déjà des leaders, vous avez déjà des pays qui sont dessus. Donc se dire sur ces secteurs d'avenir où on se positionne, à mon sens, c'est essentiel parce que les investissements sont colossaux. Donc le but, c'est pas de refaire des masques et d'être numéro 1 dans toutes les industries du monde. Non, pas du tout. À mon sens, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Personne ne dit ça, ceci dit. Dans les gens qui sont pour la réindustrialisation, il y en a très peu. Regardez même le dernier rapport, on disait qu'il fallait fabriquer des masques, il y en a qui le disent. Donc la question, c'est quel secteur stratégique, et ce n'est pas réindustrialiser. Mais est-ce que l'Europe, dans sa complexité, est capable de faire ses choix? Après, c'est aussi une question de prisme, pardon, mais c'est une question de prisme. C'est est-ce qu'on regarde un prisme économique, est-ce qu'on regarde un prisme géopolitique? On peut prendre l'exemple des semi-conducteurs. Il y a eu, pendant très longtemps, on se disait il y a une concentration des semi-conducteurs sur Taïwan, et on abandonne un peu cette industrie. On a un retour de cette industrie et de volonté de reproduire ça en Europe, aux États-Unis et ailleurs, pour des questions de souveraineté. Et en fait, la question de la criticité, si on regarde un enjeu économique, un enjeu environnemental ou un enjeu géopolitique, je ne vais pas mettre les mêmes critères. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, on n'arrive pas à établir aujourd'hui une liste sur quels sont les actifs stratégiques à rapatrier en priorité en France ou en Europe. Et d'ailleurs, on a quand même un marché à 27 qui nous permet aussi d'avoir, avec des spécialisations différentes, qui nous permet aussi de jouer là-dessus. Question pour vous, Dimitri Carbonel, parce que vous l'avez évoqué rapidement, Anne-Sophie Alsif, si on compare ce que l'Europe est en train de mettre en place, on l'a bien compris, c'est compliqué, on attend les détails, c'est plutôt novateur, je pense que ça n'a jamais été mis en place. Et puis à côté de ça, il y a les Américains qui propose une mesure qui est plus simple, peut-être plus clairement protectionniste aussi. C'est des crédits à nos entreprises, et on peut même aller jusqu'à interdire certains produits entrants si on les juge trop polluants. Le plus efficace, ça va peut-être être le système américain, non? Alors à court terme, sans doute. À long terme, peut-être pas. Dans le sens où... parfois c'est ce que je dis, c'est que d'un côté les entreprises aujourd'hui, notamment sur le plan européen, sont en train d'apprendre à faire du 110 mètres haies, alors qu'auparavant ils faisaient du 100 mètres, et peut-être aux États-Unis ils sont en train d'apprendre à faire du 80 mètres direct. Sauf qu'avec l'augmentation du prix de l'énergie qui va aussi toucher, que ce soit la Chine ou les États-Unis, avec la problématique au niveau des matières premières, les entreprises seront de plus en plus face à des 110 mètres, 120 mètres haies, avec des haies qui seront de plus en plus hautes. Donc l'Europe sera préparée, c'est ça? Exactement. Plus tôt. C'est exactement. Donc on va souffrir pendant quelques années. Mais avec le risque de perdre des marchés aussi, vous voyez ce que je veux dire? Ah oui, donc, disons que je pense que l'Europe est en avance. Ça fait mal, soyons clairs, on va trébucher de temps en temps sur un certain nombre de sujets, mais en revanche, on anticipe beaucoup plus par cette démarche-là, et nos entreprises seront beaucoup plus fortes parce que s'il y a une crise énergétique, comme on vit effectivement en Europe, aux États-Unis ou en Chine, ça va faire quand même nettement plus mal, parce qu'ils ont tellement l'habitude que tout leur soit donné avec l'Inflation by Act notamment, que ça va être catastrophique. Mais Anne-Sophie Alsif, pourquoi on ne met pas en place un système tout simplement protectionniste à l'américaine, quoi? Pourquoi on se complique la vie? Je pose des questions basiques, mais j'assume.
Alors ça, en effet, c'est des choix politiques, plus qu'économiques. Moi, c'est vrai que, alors peut-être pas la même chose que les États-Unis, parce que là, c'est vrai que c'est très offensif et ces politiques sont surtout, l'adversaire, c'est quand même la Chine. Alors nous aussi, on prend, mais bon, c'est quand même le but de ça, c'est quand même pour répondre à la Chine qui a mis en place ces mesures bien avant les États-Unis. Donc là, il y a vraiment une prise en compte de ça. Par rapport à ce que vous dites sur les États-Unis, attention, ils sont autosuffisants depuis 2 ans, ils n'ont pas la guerre, ils n'ont aucun problème d'énergie et eux, leur but, c'est d'avoir les mêmes voitures aussi énormes qui consomment autant, sauf qu'elles sont électriques. Donc on n'est pas du tout dans ces pays-là. Ça ne pas. Oui, mais ça, c'est votre vision d'Européen. Il faut aussi écouter ce que font les autres. C'est toujours ça le problème. On peut être tout seul et dire qu'on a raison, mais il faut que les autres soient aussi d'accord. Et aujourd'hui, dans la transition telle que eux la voient, surtout dans l'industrie automobile et autres, c'est ça. Donc on ne peut pas le nier. C'est juste les faits. Et quand vous regardez ça, eh bien en effet, nous, en Europe, c'est très bien, on est très novateurs. En effet, à moyen long terme, si ça permet de décarboniser, on sera en avance. Sur beaucoup de technologies, on en a parlé. Ouais. Et là, on peut récupérer des marchés. Mais l'autre élément, on en parle beaucoup, c'est la régionalisation. L'idée aussi, c'est de privilégier le marché qui est régional et ses voisins. Donc la Chine, ça va être de commercer comme ils font des traités commerciaux avec plutôt le Japon, la Corée du Sud, l'Australie. L'Europe, finalement, si après il y a de plus en plus de protectionnisme, tant pis. Et les États-Unis, ils ont leur zone. Maintenant, ils importent du gaz, du pétrole, du Canada, du Mexique, plus de Russie, d'Arabie Saoudite. Donc c'est pour ça qu'à mon sens, le côté stratégique est essentiel dans ces politiques-là. Et on ne peut pas mettre juste l'inflation d'un côté, l'écologie. À mon sens, la chose la plus importante, c'est l'aspect stratégique et des secteurs stratégiques. Et c'est vrai que les 2 autres grands blocs sont dans cette logique-là. Anaïs Vogis. En fait, pour compléter, c'est pourquoi on n'arrive pas à s'entendre à 20. Pourquoi l'Europe ne fait pas la même chose ? Tout simplement parce qu'on est 27. Les États-Unis, c'est un pays. Et à 27, on a des visions quand même très différentes et des situations économiques très différentes. Je pense que quand on regarde la balance commerciale de l'Allemagne, avec qui commerce l'Allemagne ou les Pays-Bas, ils ne sont pas dans la même situation que la France. Et donc ils ne peuvent pas prendre le risque d'être protectionnistes parce que ça les affaiblirait trop, c'est une mesure qui était aussi portée par la France. On a un côté un peu, qui peut être vu un peu comme protectionniste en France parce que on a une situation industrielle qui n'est pas du tout la même que nos voisins européens. On est le pays le plus désindustrialisé, on a la balance la commerciale la plus déficitaire d'Europe. C'est pas... Ouais. C'est pas. Alors, après, on peut retraiter la question du prix de l'énergie, mais enfin, quand on fait moins 120 milliards... Non, pas de l'énergie, mais il faut regarder les faits et comment justement les parts de marché ont évolué depuis 20 ans. Déjà, il faut le rappeler parce qu'on est toujours en train de se battre, mais le marché européen est très intégré. C'est-à-dire que le premier partenaire commercial de l'Allemagne, c'est l'Union européenne. C'est pas la Chine, c'est pas les États-Unis. C'est après. Donc ça, il faut être bien clair. Et c'est le cas aussi pour l'Italie, c'est le cas également pour la France. La France est désindustrialisée comme le Royaume-Uni. Il n'y a pas que la France qui a eu cette périodicité-là. La France et l'Italie. Et c'était pas les mêmes stratégies. La Royaume-Uni a misé sur une économie de services. Et on voit le résultat aujourd'hui. Mais la France est dans un hybride. C'est-à-dire, on n'a pas une place financière, on n'a pas une. Oui, mais justement, quand vous pensez comme ça, aux États-Unis, vous avez des États qui sont beaucoup moins industrialisés. Oui, mais c'est vrai que l'Europe a plus de difficultés à penser, à se mettre d'accord. Parce qu'on a cette logique-là et que vous avez certains pays qui ont justement cette logique-là de faire cavalier seul et d'avoir une vision industrielle et de protéger leur industrie. Il faut savoir que juste pour finir sur la Chine ou le Yangtze, etc., dès que vous avez des attaques importantes, parce que la guerre commerciale, on est dedans, et aujourd'hui, ce qui se passe aux États-Unis, c'est surtout l'industrie allemande qui va prendre, comme vous l'avez dit, nous on est désindustrialisés. Donc eux vont prendre beaucoup plus que nous. Donc à ce moment-là, quand avec les mesures protectionnistes américaines. Exactement. Donc quand ces mesures, et elles vont pas arrêter d'augmenter, les Allemands tout d'un coup redeviennent pro-européens et savent que de toute façon leur premier partenaire commercial, c'est l'Europe. Ouais. Alors si on revient à l'objectif, Dimitri Carbonel, de cette taxe carbone aux frontières européenne. Vous l'avez dit, l'Europe, c'est quand même un marché gigantesque. Si on se place du côté d'un pays ou d'une grande entreprise polluante à l'étranger, l'idée, c'est quoi ? C'est de l'inciter à faire des efforts, à dépolluer sa production pour garder l'accès au marché européen ? Est-ce que c'est oui, parce qu'effectivement, elle ne paiera plus, justement, elle ne paiera pas de quota carbone, donc ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, il aura tout intérêt à le faire. Et alors là, c'est peut-être effectivement l'autre avantage, c'est que potentiellement, il pourrait, en fonction effectivement du mode de production, aussi le vendre ailleurs qu'en Union européenne. Il y a peut-être potentiellement, après, il y a quand même un point au niveau de la production, c'est que lorsqu'on a un outil de production, on a tendance à le garder le même pour l'ensemble, pour le monde entier. Donc, ce qui signifie quand même que ça peut effectivement engranger une sorte de cercle vertueux. Mais il y a un autre point, ce qu'on a dit, c'est la régionalisation va faire que de toutes les manières, on va avoir de plus en plus tendance à prendre effectivement des choses qui sont autour de nous et que si les enjeux géopolitiques se tendent,
on a tout intérêt à faciliter l'intégration de production en interne. Et les entreprises sont au courant de ça. On l'a vu à travers le Covid, mais on le voit sur plein d'autres sujets. Oui, il y a des entreprises européennes qui, par exemple, travaillent déjà, on parlait d'innovation tout à l'heure, à produire un acier décarboné. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est compliqué, mais bon, je voudrais, il nous reste à peu près 5 minutes qu'on parle de l'hydrogène. Parce que moi, j'ai été d'abord surpris de voir que l'hydrogène avait été rajouté à la liste des secteurs concernés. Je rappelle acier, ciment, engrais, aluminium, électricité, hydrogène. Je ne sais pas qui veut répondre à cette question, mais là aussi, l'objectif, c'est quoi? C'est de booster la filière de l'hydrogène vert, parce que c'est un objectif européen. C'est ça la logique. Il y a comme rapidement, l'hydrogène, on peut le produire à partir de méthane, donc ce qui est émetteur fortement de CO2. On peut aussi faire donc l'électrolyse, donc on utilise l'électricité. Mais si l'électricité vient d'usine à charbon ou d'usine à gaz, vous avez votre hydrogène, il est pas vert, quoi. Oui. Et donc l'enjeu, c'est aussi d'avoir une filière d'hydrogène vert, mais qui provient d'énergie, soit pour être d'énergie renouvelable, même si pour être tout à fait honnête, ça va être quand même compliqué parce qu'on va avoir besoin de beaucoup d'énergie ou de nucléaire potentiellement. C'est aussi ça l'enjeu. C'est vraiment d'avoir une filière qui est décarbonée de bout en bout. Donc si l'Europe dit on intègre l'hydrogène à cette liste, c'est pour protéger ou accélérer le développement de cette filière d'hydrogène vert. Vous parliez de stratégie tout à l'heure, là on est dans la stratégie. Là tout à fait, puisque c'est vrai qu'il y a encore énormément d'innovation. Alors on voit sur tout ce qui est poids lourd, véhicules vraiment importants, camions, là il y a beaucoup de choses qui ont été faites sur l'hydrogène, mais c'est vrai que sinon il y a encore beaucoup d'interrogations sur quel mix. Aux États-Unis, il y a de l'hydrogène, mais en effet le coût de production est là aussi beaucoup plus faible. Donc l'idée c'est booster, et puis essayer de rester peut-être compétitif par rapport aux États-Unis. Essayer. Il y a une dernière idée, parce qu'on est passé sur l'engrais. Mais moi, alors je pense, de mon fauteuil là, de non-spécialiste, je dis engrais, je pense aux agriculteurs, et j'imagine des agriculteurs qui nous regardent et qui disent « Mais attendez, moi de toute façon, je ne peux pas m'en passer d'engrais. Donc je vais le payer plus cher avec cette taxe carbone. Qu'est-ce qui va se passer pour ce secteur-là » C'est une très bonne question. Alors, je pense que l'enjeu, ça va être d'encourager la production. Déjà, il y a des productions en Europe d'engrais, parce qu'on s'imagine toujours l'engrais. Il faut aussi dire que l'engrais, les émissions de GES, c'est du gaz à effet de serre. Gaz à effet de serre, c'est du protoxyde de méthane, il me semble. D'azote, protoxyde d'azote. Je me disais bien que j'étais partie. Et pas du CO2, comme on le voit sur beaucoup de ces industries. Donc, encourager le développement des filières européenne, et aussi travailler sur des alternatives aux engrais de ce type-là. Donc c'est trouver une alternative, sauf que pendant des années, on ne les a pas forcément, les alternatives. Oui, mais l'enjeu, ça va être l'accélération de la décarbonation, d'où les financements, l'accélération de l'innovation sur ces sujets-là. Et parfois, on se dit, quand on a une contrainte, qu'on met un coup d'accélérateur, puisqu'on voit le mur qui arrive. Et 3, les agriculteurs vont être autant concernés que les autres secteurs. En fait, la problématique, elle ne va pas se poser plus pour les engrais que pour l'acier ou autre. Finalement, peut-être que les moins touchés, entre guillemets, c'est une partie du ciment, puisque normalement, vous produisez plutôt le ciment, certains types de ciment, pas tous, à proximité des lieux d'utilisation. Après, il y a des ciments qu'on importe, etc. Il y a plein de... Vous pensez qu'il nous faudra combien de temps pour juger de l'efficacité de cette mesure? Moi, je termine ce débat en me disant, mais bon, ok, on n'est pas sûr, si on se dit c'est historique, on est les pionniers, mais dans combien d'années on pourra dire ça aurait été une bonne idée? On va voir, peut-être que ça prendra plus de temps que prévu, mais je pense quand même que la démarche, parce qu'aujourd'hui, déjà, dès 2023, les entreprises doivent évaluer l'impact, effectivement, carbone de leurs importations. On met 3 ans, c'est à la fois court et c'est à la fois long. Je pense que l'Union européenne est en train de tâter un peu le terrain, voir ce qui marche pas. Je pense qu'il y a une grosse expérimentation entre guillemets qui est en train de se passer. Il y aura des ajustements par la suite et je pense que ça c'est positif. Ils expérimentent quelque chose, ils savent pas trop où ça va aller pour l'instant. Bon, ils ont une grosse idée, mais il y a plein de petits détails ou des trucs qui vont aller, des trucs qui vont pas aller. Et je pense que cette expérimentation effectivement un impact, mais elle est essentielle. On a 3 ans pour le voir. Anne-Sophie, Alsif. Oui, je pense que c'est pas, il faut pas chercher un temps pour évaluer. C'est pas du tout le propos. De toute façon, c'est beaucoup trop tôt. Et à mon sens, notamment en termes d'incitation de décarbonisation, ça on le verra quand même plus rapidement, parce donc que c'est vrai que c'est le symbole et le message que ça renvoie. Exactement, ça on le verra. Par contre, après en termes de réindustrialisation et vraiment d'objectifs de réindustrialisation de l'industrie européenne, ça à mon sens, ça prendra des
beaucoup de temps. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à ce débat. Dimitri Carbonel, je rappelle le titre de votre livre 2050, Crash ou Renaissance, qui est publié aux éditions Libri Nova. Voilà, merci encore.